Bonjour à tous. Alors celle-là, je l'attendais avec impatience parce que ma dernière vidéo d'il y a quelques mois déjà, le temps passe vite, je vais vous présenter mon projet du moment qui est une petite carte de développement basée sur SP32. Et il me restait quelques points à voir et du coup, à la fin de la vidéo, je vous posais la question de savoir si vous aviez des remarques, des suggestions, et si vous seriez intéressé par cette carte-là. Déjà, merci à tous ceux qui ont participé, parce que honnêtement, quand j'ai posté la vidéo, je me suis dit, bon, si j'ai 3-4 commentaires, ça va être sympa, et s'il y a une personne qui est intéressée pour se procurer la carte, ce serait vraiment le bout du monde. En fait, j'ai eu énormément de commentaires, principalement sur Discord et puis par email, et dans les heures qui ont suivi la publication de la vidéo, j'avais déjà une dizaine de personnes qui étaient intéressées pour se procurer la carte. Et la carte a bien avancé, notamment parce qu'on a pu discuter ensemble d'un tas de choses. Et j'ai commencé à en produire. Certaines personnes, vous allez voir, ont reçu la carte et commencent à la tester. Donc elle est là, elle existe réellement. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui change par rapport au prototype que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, et ce qui est amélioré, et puis ce qui malheureusement pose encore problème, ou les petits défauts que j'ai pu voir qu'on pourrait corriger éventuellement dans une V2. Alors à droite, la carte telle qu'elle existait dans la précédente vidéo, à gauche, la carte telle qu'elle existe aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai poussé jusqu'au bout l'idée de faire un visage sur la carte, parce que maintenant elle a son visage complet, le sourire, la bouche, le nez, les yeux. C'est principalement dû au fait que la dernière fois, je vous expliquais dans notre vidéo que j'avais 6 broches en trop, 6 broches que j'avais pas le droit d'utiliser. Alors elles n'étaient pas localisées en haut ici, elles étaient localisées sur le côté, mais je les ai toutes changées de place pour pouvoir ensuite gagner 6 broches en haut, ce qui m'a permis de placer, comme on le voit, deux boutons, alors deux petits switches. Il y en a un qui sert de reset, on a une broche reset, mais c'est une carte de développement, donc potentiellement on va appuyer sur reset un certain nombre de fois. C'est pratique de l'avoir sous forme de branche, mais c'est encore mieux sur la breadboard ou peu importe où, d'avoir un bouton qui permet de redémarrer la carte à chaque instant dès qu'on en a besoin. Et le second bouton, comme on peut le voir, il y a marqué 14 en dessous, il est disponible à l'utilisateur. Vous en faites ce que vous avez envie, il est branché sur la branche 14, il y a du 3 volts qui arrive dessus, donc on le met, on fait un pull down, on le met à 0 actif. Quand on appuie dessus, il passe à 3 volts, on peut détecter du coup qu'on a appuyé sur le bouton. Au centre, là, c'est marqué 27, c'est une petite LED en taille 0,6-0,3 qui est verte. On a choisi la couleur verte suite à un sondage sur le Discord. J'avais amené tout un tas de couleurs différentes et finalement on est tombé là-dessus. Derrière, il y a une petite résistance pour la baisser un petit peu. Elle est pas très forte. C'est assez léger, c'est fait exprès. Tac, je vous en mets une à côté pour que vous puissiez comparer. La LED est pas très forte parce que c'est une LED d'indication. Moi, je trouve que souvent les LED sont ultra fortes et que c'est pas forcément nécessaire. Une LED d'éclairage, c'est censé être puissant pour qu'on voit clair. Par contre, une LED d'indication, pour moi, quand on regarde cette LED, elle doit, sans aucune ambiguïté, nous dire si elle est allumée ou éteinte. Si on la regarde, on doit tout de suite comprendre, quelles que soient les conditions. Même dehors, même si dehors en plein soleil, on a tendance à pas trop faire de développement en plein soleil dehors, mais ça peut arriver. Par contre, si jamais on détourne le regard, qu'on n'a pas la tête pile sur elle, elle doit pas nous attirer l'œil en permanence et nous exploser les yeux parce qu'elle serait beaucoup trop forte. Donc j'ai mis une valeur de résistance assez élevée pour pas que ça arrache la rétine. Et là, je trouve que c'est un bon compromis. En plus, ça évite de trop consommer pour rien. Alors, si on continue avec les différences, étant donné que maintenant elle a un visage et du coup plutôt un sens finalement, comme vous voyez, j'ai inversé les inscriptions, juste complètement 180 degrés pour les voir quand on regarde le visage, le visage de la carte. Et d'ailleurs, j'ai pu ajouter un petit, un petit sourire ici en dessous. L'autre élément qui a évolué, c'est la patte de fixation là. J'avais mis précédemment du M2, sauf que le M2, le souci c'est que c'est incroyablement difficile à trouver, finalement, surtout en vis à bois par exemple. Donc je suis passé à la tête du dessus, j'ai mis du M3 et j'en ai profité pour augmenter légèrement
la largeur ici de la matière, l'épaisseur de la matière, pour que ça soit un tout petit peu plus difficile à casser. Alors j'ai fait plein de tests, hein, j'avais des cartes de prototypes qui étaient pas bonnes, donc j'en ai cassé, je sais pas, une dizaine pour voir si c'était dur ou pas. Et c'était assez dur, mais on pouvait la casser éventuellement sans faire exprès si on forçait un petit peu, par exemple en le serrant. Donc j'ai préféré augmenter légèrement. Donc ça reste facile à casser même à la main sans avoir besoin de pince, mais on a moins de chances de la casser sans faire exprès. À l'arrière de la carte, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière fois. Rien n'a évolué. J'ai juste corrigé le problème dont que j'avais évoqué dans la vidéo où le reset ne fonctionnait pas. Mais par contre, il va me rester toujours un petit souci qui est la consommation électrique. Le problème, c'est que la carte, quand on la met en sommeil profond, en deep sleep, elle consomme 200 microampères. C'est déjà très raisonnable, ça fait des mois et des mois sur batterie, donc c'est vachement bien. Mais en théorie, on doit pouvoir descendre beaucoup plus bas. Et le problème, c'est que cet élément-là, qui est le convertisseur USB série, parce que le SP32 n'a pas d'USB natif, il a besoin d'une puce intermédiaire pour pouvoir faire le lien. Ce convertisseur-là est allumé quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il est branché en USB, mais si jamais on alimente la carte, quand vous l'alimentez sur batterie, vous l'alimentez en utilisant le VIN, le convertisseur va être alimenté également. Ça, c'est un souci, il faudrait que je trouve une solution pour ne plus l'alimenter. Et du coup, en théorie, on devrait pouvoir descendre à peu près 30 microampères. J'avais réussi à le faire. Je vous attrape la carte. Hop, celle-ci, qui d'ailleurs a hérité de bras et de jambes. Celle-ci fonctionne. Elle fonctionne même parfaitement bien. Et elle consomme entre 30 et 40 microampères. Je sais pas exactement combien parce que mon multimètre est pas suffisamment précis, mais entre 30 et 40 microampères. Donc ça fait littéralement, en sommeil profond, ça fait plusieurs années sur batterie. Donc, super bien. Le problème, c'est que j'ai que celle-là qui a fonctionné. Alors, on peut pas me reprocher de pas avoir testé. J'ai fait un certain nombre de tests, de variantes, etc. J'ai jamais réussi à régler le problème. Je pense avoir compris le problème. J'ai pas forcément respecté les recommandations de la datasheet de l'ESP32. Il va me manquer certains condensateurs de découplage. Le souci, c'est que j'arrivais pas à trouver la place sur la carte pour les caser. Là, c'est une carte en 2 couches. 4 couches, c'est je sais pas faire, et puis c'est nettement plus cher. Mais globalement, j'étais un peu limite en place pour les traces. Donc je trouvais pas de solution pour trouver des emplacements pour mettre ces condensateurs. Je vais essayer, je vais continuer. C'est juste que là, je me suis dit, si c'est vraiment le dernier défaut qui me reste, ça m'embête. Ça faisait déjà plusieurs mois. J'ai dépensé pas mal d'argent avec tous les prototypes, etc. Donc je me suis dit que tant pis pour la V1, j'allais rester à 200, 300, je sais plus exactement microampères. C'est déjà pas mal. Et on verra pour une V2, mais c'est parce que ça me forçait à déplacer à nouveau une grande partie des composants, et ça prend un temps fou. Donc pour cette version là, je m'arrête là. Au-delà de ça, la carte fonctionne exactement comme prévu. J'ai enfin réussi à aboutir à un truc qui marche bien. Je vous ai mis une petite pile AA à côté pour bien vous montrer la taille. C'est vrai que je le dis qu'elle est petite, qu'elle fait 2 par 3, mais quand on l'a vraiment en main, on se rend compte que c'est vraiment extrêmement petit. J'ai pu la tester avec MicroPython, j'ai pu tester le Wi-Fi, le Bluetooth, j'ai pu la tester aussi avec Arduino, j'ai tenté le coup avec Platform.io. J'ai pu faire une petite version, un petit bout de code avec un clavier pour émuler un clavier en Bluetooth. Donc la carte fonctionne exactement comme je le voulais. Je suis très content. Elle est. Je suis en train d'en fabriquer. J'en ai fabriqué déjà une paire, comme je vous l'ai dit, et montré. Certains commencent à recevoir la carte.
Si vous souhaitez vous la procurer, n'hésitez pas à me demander, soit je crois qu'il y a un onglet à propos dans lequel il y a directement sur YouTube, dans lequel il y a l'email. Sinon vous pouvez me rejoindre sur Discord pour venir en parler et puis m'en demander une si vous voulez. Tous les plans, que ce soit le schéma ou même enfin les fichiers sources, KiCad, etc. vont être disponibles soit au moment du lancement de la vidéo, soit juste après, disponibles sur GitHub. Je place absolument tout en open source, cette carte est complètement libre. Vous pouvez la reprendre et la modifier, et recréer une autre dérivée de celle-ci si ça vous intéresse. Alors je vous mets à l'écran le kit tel que je l'envoie, ça vient dans un paquet antistatique, et je vous ai mis aussi deux barrettes et une petite rondelle et une vis en taille M3. J'ai mis une rondelle parce que tout simplement, si on regarde sous la carte, il y a des composants. Ça fait un petit. Si jamais vous mettez à visser très fort, ça va plaquer la carte contre le support sur lequel vous vissez, et ça risque avec le bras de levier de faire casser le petit mousse bite ici. Donc j'ai rajouté une rondelle pour compenser ça. Et alors donc tout ça c'est pas grand chose, mais disons que quand on l'achète juste pour ça, ça coûte cher pour pas grand chose. Donc là tout est inclus là-dedans. Ça évite de chercher et d'acheter 300 vis alors qu'on en veut qu'une. Et la prochaine vidéo sera très probablement, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, la fabrication de cette carte. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends concrètement pour assembler la carte, parce que j'en reçois juste une fois que j'ai fait mon PCB, que JLC PCB me l'envoie, je reçois juste donc le PCB tout nu, et ensuite il faut souder les composants dessus. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends, et puis ce que j'ai en tête pour essayer d'améliorer, parce que fabriquer une carte, améliorer le processus, fabriquer une carte c'est différent que d'en fabriquer 10 d'un coup. Quand un truc est pénible, quand on le fait 10 fois de suite, c'est ultra pénible. Donc voilà, j'essaie de trouver des petites solutions pour que ça soit plus agréable à construire. Donc très très probablement la prochaine vidéo sera celle-ci. Dans l'attente, eh bien n'hésitez pas à faire des commentaires là-dessus, vous manifester, venir sur Discord éventuellement pour discuter de ça ou d'autres choses. Des autres projets que je peux avoir aussi entre temps, et puis si vous avez même vous des sujets à apporter, n'hésitez pas à venir en parler. Dans l'attente, portez-vous bien et à la prochaine.